pouvoir a permis de se débarrasser des fonctionnaires indésirables. Il y a de plus en plus d'actes qui donnent aux forces de l'ordre ukrainiennes des raisons d'exercer une répression violente de la liberté d'expression et du non-conformisme et de persécuter les opposants. Le monde connaît la triste pratique des sanctions unilatérales et illégitimes contre d'autres États, des personnes physiques et morales étrangères. En Ukraine, ils ont dépassé leurs professeurs occidentaux et ont inventé un outil tel que des sanctions contre leurs propres citoyens, entreprises, chaînes de télévision, autres médias et même des députés du Parlement. À Kiev, ils continuent de préparer les représailles contre l'Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou. Et ce n'est pas une évaluation mue par les émotions, c'est ce que disent les décisions et les documents concrets. Les autorités ukrainiennes ont cyniquement transformé la tragédie de la scission ecclésiale en un outil de politique nationale. Les dirigeants actuels du pays ne répondent pas aux demandes des citoyens ukrainiens d'abroger les lois qui portent atteinte aux droits des croyants. De plus, de nouveaux projets de loi qui vont contre les intérêts du clergé et des millions de paroissiens de l'Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou ont été enregistrés à la Rada. Je parlerai de la Crimée plus spécifiquement. Les habitants de la péninsule ont fait leur libre choix, celui d'être avec la Russie. Les autorités de Kiev n'ont rien à opposer à cette volonté claire et précise de la population. C'est pourquoi elles misent sur des actions agressives, sur l'activation des cellules extrémistes, y compris des organisations islamiques radicales, sur l'envoi de groupes subversifs pour l'organisation d'attentats contre des infrastructures critiques, pour l'enlèvement de citoyens russes. Nous avons des preuves directes que de telles actions agressives sont menées avec le soutien de services secrets étrangers. L'Ukraine a adopté une nouvelle stratégie militaire en mars 2021. Ce document est presque entièrement consacré à la confrontation avec la Russie. Il vise à impliquer des États étrangers dans le conflit avec notre pays. Cette stratégie prévoit l'organisation en fait d'une activité clandestine terroriste en Crimée russe et sur le territoire de Donbass. Elle décrit les contours de la guerre présumée qui devrait se terminer, comme le pensent les stratèges actuels de Kiev, je cite, avec l'aide de la communauté internationale dans des conditions favorables pour l'Ukraine. Et aussi, comme ils le disent aujourd'hui à Kiev, je cite également, écoutez attentivement, je vous prie, avec le soutien militaire de la communauté internationale dans une confrontation géopolitique avec la Fédération de Russie. De fait, ce n'est rien de plus qu'une préparation aux actions militaires contre notre pays, contre la Russie. Nous savons également que des déclarations ont déjà été faites selon lesquelles l'Ukraine planifie de créer ses propres armes nucléaires. Et ce n'est pas une bravade superflue. Effectivement, l'Ukraine dispose des technologies nucléaires datant de l'époque soviétique et des porteurs de ces armes, y compris l'aviation, ainsi que des missiles opérationnels tactiques Tochka-U, SS-21, conçus à l'ère soviétique également, dont la portée dépasse 100 km. Mais ils feront plus. Ce n'est qu'une question de temps. Ils ont l'héritage de l'époque soviétique. Ainsi, il sera beaucoup plus simple pour l'Ukraine de se doter d'armes nucléaires tactiques que pour certains autres États. Je ne vais pas les citer maintenant, qui de fait procèdent à de tels développements, d'autant plus avec le soutien technologique de l'étranger. Et nous ne devons pas non plus l'exclure. Avec l'acquisition par l'Ukraine d'armes de destruction massive, la situation dans le monde, en Europe, surtout pour nous, pour la Russie, va changer de la manière la plus radicale. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à ce danger réel. D'autant plus, je le répète, que les mécènes étrangers, occidentaux, peuvent contribuer à l'apparition de telles armes en Ukraine dans le but de créer une menace de plus pour notre pays. Nous voyons la persistance avec laquelle est mené le gonflement militaire du régime de Kiev. Les États-Unis à eux seuls ont, depuis 2014, alloué des milliards de dollars à ces fins, dont la fourniture d'armes, d'équipements et la formation de spécialistes. Ces derniers mois, des armes occidentales arrivent en Ukraine en flux tendu, de manière ostentatoire, sous les yeux du monde entier. Les activités des forces armées et des services spéciaux ukrainiens
sont placés sous le commandement de conseillers étrangers. Nous le savons très bien. Ces dernières années, sous prétexte d'exercice, des contingents militaires des pays de l'OTAN étaient presque constamment présents sur le territoire de l'Ukraine. Les systèmes de commandement des troupes ukrainiennes sont déjà intégrés à ceux de l'OTAN. Cela signifie que le commandement des forces armées ukrainiennes, même des unités et sous-unités détachées, peut être exercé directement depuis les QG de l'OTAN. Et sans aucune gêne, les États-Unis et l'OTAN ont commencé à assimiler le territoire de l'Ukraine à un théâtre d'opérations militaires potentielles. Les exercices conjoints réguliers ont une orientation clairement anti-russe. L'an dernier seulement, plus de 23 000 militaires et plus d'1 millier de véhicules de combat ont été engagés. Une loi a été adoptée déjà pour l'accès en 2002 des forces armées d'autres pays sur le territoire de l'Ukraine afin de participer à des exercices multinationaux. Il est clair que nous parlons principalement des troupes de l'OTAN. Pas moins de 10 manœuvres conjointes de ce type sont prévues pour l'année en cours. Il est évident que les manifestations de ce genre servent de couverture au renforcement rapide du groupement militaire de l'OTAN sur le territoire ukrainien. En plus, étant donné le fait que le réseau de bases militaires modernisées à l'aide des Américains, à Borispol, Ivano-Frankivsk, Tchougoïev, Odessa et ainsi de suite, est en mesure d'assurer le transfert d'unités militaires dans les plus brefs délais. L'espace aérien de l'Ukraine est ouvert au vol d'avions stratégiques et de reconnaissance américains, des drones qui sont utilisés pour surveiller le territoire de la Russie. J'ajouterai à cela que le centre d'opération navale construit à Ochakov par les Américains permet d'assurer les actions des navires de l'OTAN, et notamment l'utilisation d'armes de haute précision contre la flotte russe de la mer Noire et nos infrastructures sur tout le littoral de la mer Noire. Il fut un temps où les États-Unis avaient l'intention de créer des installations similaires en Crimée, mais les habitants de la Crimée et de Sébastopol avaient contrecarré ces plans. Nous le gardons toujours en mémoire. Je le répète, aujourd'hui, un tel centre a été déployé. Il a déjà été déployé à Ochakov. Permettez-moi de vous rappeler qu'au XVIIIe siècle, les soldats d'Alexandre Souvorov s'étaient battus pour cette ville. Grâce à leur courage, elle a été intégrée à la Russie. C'est au même XVIIIe siècle que les terres de la région de la mer Noire, rattachées à la Russie à la suite de guerre avec l'Empire ottoman, ont reçu le nom de Nouvelle-Russie. Aujourd'hui, on essaie de rejeter dans l'oubli ces étapes cruciales de l'histoire, ainsi que le nom des personnalités militaires et hommes d'État de l'Empire russe, sans les efforts desquels l'Ukraine moderne n'aurait pas de nombreuses grandes villes et même d'accès à la mer Noire. Récemment, un monument à Alexandre Souvorov a été abattu à Poltava. Que dire à ce propos? Vous renoncez à votre propre passé, à l'héritage dit colonial de l'Empire russe? Dans ce cas, soyez cohérents. Ensuite, je tiens à noter que l'article 17 de la Constitution de l'Ukraine n'autorise pas le déploiement de bases militaires étrangères sur le territoire du pays. Or, il s'est avéré que ce n'est qu'une formalité qui peut être facilement contournée. Les missions de formation et d'entraînement des pays de l'OTAN sont organisées en Ukraine. Ce sont de fait déjà des bases militaires étrangères. Ils ont simplement appelé la base mission. Et l'affaire est dans le sac. Kiev proclame depuis longtemps un alignement stratégique en vue de son adhésion à l'OTAN. Oui, bien sûr, chaque pays a le droit de choisir son propre système de sécurité, de conclure des alliances militaires. Et tout cela semble juste, mais il y a un mais. Les documents internationaux fixent expressément le principe de sécurité égale et indivisible qui, chacun sait, comprend l'obligation de ne pas renforcer sa sécurité au détriment de la sécurité des autres pays. Je peux également me référer ici à la Charte de la sécurité européenne de l'OSCE de 1999, adoptée à Istanbul, et à la déclaration d'Astana de l'OSCE de 2010. En d'autres termes, le choix des moyens visant à assurer la sécurité ne doit pas constituer une menace pour les autres pays. Or, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN représente une menace directe pour la sécurité de la Russie. Je tiens à vous rappeler que déjà, en avril 2008, lors du sommet de Bucarest de l'Alliance de l'Atlantique Nord, les États-Unis ont fait adopter la décision selon laquelle l'Ukraine, et d'ailleurs la Géorgie, deviendraient membres de l'OTAN. De nombreux alliés européens des États-Unis étaient déjà bien conscients de tous les risques d'une telle perspective, mais avaient dû se résigner à la volonté de leurs partenaires supérieurs. Les Américains les ont simplement utilisés pour mener une politique manifestement anti-russe. Un certain nombre d'États membres de l'Alliance sont encore maintenant très sceptiques.
quant à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. En même temps, dans certaines capitales européennes, on nous fait comprendre. Pourquoi vous vous inquiétez? Cela n'arrivera littéralement pas demain. En fait, nos partenaires américains en parlent aussi. Eh bien, répondons-nous, si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Qu'est-ce que ça change d'un point de vue de perspective historique? Au fond, rien du tout. De plus, nous sommes informés de la position et des propos de dirigeants américains selon lesquels des hostilités ouvertes dans l'est de l'Ukraine n'excluent pas la possibilité pour ce pays de rejoindre l'OTAN, s'il peut répondre aux critères de l'Alliance de l'Atlantique Nord et éliminer la corruption. En même temps, ils essaient de nous convaincre encore et encore que l'OTAN est une alliance éprise de paix et strictement défensive. Prétendument, il n'y aurait aucune menace pour la Russie. Et ils nous proposent de les croire sur parole, une fois de plus. Mais nous connaissons la valeur réelle de telles paroles. En 1990, lors des discussions sur la question de la réunification allemande, les États-Unis ont promis aux dirigeants soviétiques que la juridiction ou la présence militaire de l'OTAN ne s'étendrait pas d'un pouce vers l'Est et que la réunification de l'Allemagne ne conduirait pas à l'extension de l'organisation militaire de l'OTAN vers l'Est. C'est une citation. Ils nous ont dit beaucoup de choses. Ils nous ont donné des assurances verbales. Et tout cela s'est avéré une promesse vaine. Plus tard, ils ont commencé à nous assurer que l'adhésion des pays d'Europe centrale et orientale à l'OTAN ne ferait qu'améliorer les relations avec Moscou, soulagerait ces pays des craintes concernant un difficile héritage historique et, qui plus est, créerait même une ceinture d'États amis de la Russie. Et c'est exactement le contraire qui s'est passé. Les autorités de certains pays d'Europe de l'Est, qui faisaient commerce de la russophobie, ont apporté à l'Alliance leurs complexes et leurs stéréotypes sur la menace russe. Ils ont insisté sur le renforcement des capacités de défense collective qui doivent être déployées principalement contre la Russie. Et tout cela s'est produit dans les années 1990 et au début des années 2000, lorsque, grâce à la transparence et à notre bonne volonté, les relations entre la Russie et l'Occident étaient à un niveau élevé. La Russie a rempli toutes ses obligations. Notamment, elle a retiré ses troupes d'Allemagne, des pays d'Europe centrale et orientale, et a ainsi apporté une énorme contribution pour surmonter l'héritage de la guerre froide. Nous avons constamment proposé différentes options de coopération, y compris dans le cadre du Conseil Russie-OTAN et de l'OSCE. De plus, je dirais maintenant une chose dont je n'ai jamais parlé en public. Je le dis pour la première fois. En 2000, lors d'une visite à Moscou du président sortant des États-Unis, Bill Clinton, je lui ai demandé comment les États-Unis considéreraient l'entrée de la Russie dans l'OTAN. Je ne vais pas révéler tous les détails de cette conversation, mais la réponse à ma question semblait, disons, très retenue. Et quelle était réellement la réaction des Américains face à cette possibilité? Ça se voit dans les faits, dans les mesures prises à l'égard de notre pays. Il s'agit d'un soutien ouvert aux terroristes du Caucase du Nord, d'un mépris de nos exigences et de nos préoccupations en matière de sécurité. C'est l'extension de l'OTAN, le retrait du traité ABM, etc. Ça donne envie de demander, pourquoi faites-vous tout cela? D'accord, vous ne voulez peut-être pas voir en nous un pays ami et un allié, mais pourquoi faire de nous un ennemi? Il n'y a qu'une réponse. Ça n'a rien à voir avec notre régime politique ni autre chose. Ils ne veulent tout simplement pas qu'il y ait un grand pays indépendant comme la Russie. C'est la réponse à toutes les questions. C'est la source de la politique américaine traditionnelle vis-à-vis de la Russie. D'où l'attitude à l'égard de toutes nos propositions en matière de sécurité. Aujourd'hui, il suffit de jeter un simple coup d'œil sur la carte pour voir comment les pays occidentaux ont tenu leur promesse d'empêcher l'extension de l'OTAN vers l'Est. En fait, ça a été une tromperie. Nous avons assisté à 5 vagues d'élargissement de l'OTAN, l'une après l'autre. En 1999, la Pologne, la République tchèque, la Hongrie sont devenus membres de l'Alliance. En 2004, la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. En 2009, l'Albanie et la Croatie. En 2017, le Monténégro. En 2020, la Macédoine du Nord. En conséquence, l'Alliance, son infrastructure militaire, sont parvenues jusqu'aux frontières de la Russie.
C'est devenu l'une des principales causes de la crise de la sécurité européenne. Cela a eu les conséquences les plus négatives sur l'ensemble du système des relations internationales et a entraîné une perte de confiance mutuelle. La situation continue de se dégrader, notamment sur le plan stratégique. Ainsi, en Roumanie et en Pologne, dans le cadre du projet américain visant à créer un système global de défense antimissile, des zones de positionnement pour le bouclier antimissile sont déployées. On sait bien que les systèmes de lancement installés ici peuvent être utilisés pour les missiles de croisière Tomahawk, qui sont des systèmes offensifs. En outre, un missile universel de standard 6, ou SM-6, est en cours de conception aux États-Unis. Il peut servir à des missions de défense antiaérienne et antimissiles, et en même temps peut frapper des cibles universelles, que ce soit à la surface de la mer ou sur Terre. C'est-à-dire que le système antimissile américain, prétendument défensif, se développe et de nouvelles opportunités offensives apparaissent. Les informations dont nous disposons donnent de bonnes raisons de croire que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et le déploiement ultérieur des installations de l'Alliance nord-atlantique là-bas est une question déjà résolue. C'est une question de temps. Nous comprenons clairement qu'avec un tel scénario, le niveau de menace militaire pour la Russie augmentera considérablement. Et j'attire particulièrement votre attention sur le fait que le danger d'une frappe soudaine contre notre pays augmentera fortement. Je tiens à expliquer que dans les documents américains de planification stratégique, il s'agit bien de documents, la possibilité d'une attaque dite préventive contre les complexes de missiles ennemis est prescrite. Et nous savons qui est le principal adversaire pour les États-Unis et l'OTAN. C'est la Russie. Dans les documents de l'OTAN, notre pays est officiellement, explicitement désigné comme la menace principale pour la sécurité euro-atlantique. Et l'Ukraine servira de champ de bataille pour cela. Si nos ancêtres avaient entendu ça, ils n'y auraient tout simplement pas cru. Et nous-mêmes, on n'aimerait pas y croire aujourd'hui. Et pourtant, c'est ce qu'on voit se produire. Je veux que cela soit compris en Russie et en Ukraine. De nombreuses bases aériennes ukrainiennes sont situées à proximité de nos frontières. Et l'aviation tactique de l'OTAN qui est sur place, y compris avec des vecteurs d'armes de précision, sont capables de frapper notre territoire jusqu'aux villes de Volgograd, Kazan, Samara, Astrakhan. Le déploiement de radars de reconnaissance sur le territoire ukrainien permettra à l'OTAN de contrôler étroitement l'espace aérien de la Russie jusqu'à l'Oral. Enfin, après que les États-Unis ont rompu le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, le Pentagone a commencé à développer ouvertement toute une gamme de systèmes de frappe basés au sol, y compris des missiles balistiques capables d'atteindre des cibles situées à des distances allant jusqu'à 5500 km. Une fois déployés en Ukraine, ces systèmes pourront frapper des objectifs sur l'ensemble de la partie européenne de la Russie, ainsi qu'au-delà de l'Oural. Le temps de vol jusqu'à Moscou pour les missiles de croisière Tomahawk serait inférieur à 35 minutes. Pour les missiles balistiques depuis la région de Kharkov, de 7 à 8 minutes. Et pour les frappes hypersoniques, de 4 à 5 minutes. Ça s'appelle nous mettre le couteau sous la gorge. Il ne fait pour moi aucun doute qu'ils comptent bien réaliser ces projets, tout comme ils l'ont fait d'autres fois au cours des dernières années, en élargissant la présence de l'OTAN vers l'Est, en poussant les infrastructures et les équipements militaires vers les frontières de la Russie, en ignorant complètement nos préoccupations, nos protestations et nos avertissements. Excusez-moi, ils crachaient dessus en faisant tout ce qui leur plaisait, comme bon leur semblait. Bien sûr, ils entendent continuer à agir de la sorte, guidés par le proverbe bien connu « Le chien aboie, la caravane passe ». Je tiens à le dire tout de suite, nous ne l'avons jamais accepté et nous ne l'accepterons jamais. En même temps, la Russie s'est toujours prononcée en faveur de la résolution des problèmes les plus complexes par des moyens politiques et diplomatiques, à la table des négociations. Nous sommes bien conscients de notre énorme responsabilité en matière de stabilité régionale et mondiale. Déjà, en 2008, la Russie avait lancé une initiative visant à conclure un traité sur la sécurité européenne. Le sens de ce traité était qu'aucun État ou organisation internationale de la région euro-atlantique ne pouvait renforcer sa sécurité aux dépens de celle des autres. Or, notre proposition a été rejetée dès le départ. On ne saurait permettre à la Russie de limiter l'activité de l'OTAN. Par ailleurs, on nous a dit explicitement que seuls les membres de l'Alliance de l'Atlantique Nord pouvaient avoir des garanties de sécurité juridiquement contraignantes.
En décembre dernier, nous avons transmis à nos partenaires occidentaux un projet de traité entre la Fédération de Russie et les États-Unis sur les garanties de sécurité, ainsi qu'un projet d'accord sur les mesures de sécurité entre la Fédération de Russie et les États membres de l'OTAN. Les États-Unis et l'OTAN ont répondu par de nombreuses généralités. Il y avait quelques points rationnels, mais ils portaient tous sur des questions secondaires et ressemblaient plutôt à une tentative d'étouffer la discussion et de la faire dévier. Nous avons réagi de manière conséquente en soulignant notre volonté de suivre la voie de la négociation, mais à condition que toutes les questions soient examinées comme un tout, sans les séparer des principales propositions russes, des propositions fondamentales. Celle-ci comporte 3 points essentiels. Le premier est d'éviter tout nouvel élargissement de l'OTAN. Le deuxième est le non-déploiement par l'Alliance de systèmes d'armes offensifs aux frontières russes. Et enfin, le retour des capacités et infrastructures militaires du bloc en Europe à la configuration de 1997, date de la signature de l'acte fondateur OTAN-Russie. Et ce sont justement ces propositions de principe qui ont été ignorées. Une fois de plus, nos partenaires occidentaux ont répété la formule toute faite selon laquelle tout pays a le droit de choisir librement les moyens d'assurer sa sécurité et d'adhérer à toute alliance et à tout groupement militaire. Autrement dit, rien n'a changé dans leur position. Nous entendons toujours les mêmes références à la fameuse politique de la porte ouverte de l'OTAN. De plus, on essaie à nouveau de nous faire chanter, on nous menace à nouveau de sanctions, qu'ils imposeront d'ailleurs de toute façon au fur et à mesure que la Russie renforce sa souveraineté et la puissance de ses forces armées. On saura toujours trouver, voire inventer un prétexte pour une nouvelle attaque de sanctions. Ceci, quelle que soit la situation en Ukraine. Il n'y a qu'un but. Endiguer le développement de la Russie. En fait, ils n'auront pas besoin d'un prétexte formel quelconque pour le faire. Ils le feront pour la simple raison que nous existons et ne remettront jamais en cause notre souveraineté, nos intérêts nationaux et nos valeurs. Je veux être clair. Je le dis sans détour. Dans la situation actuelle, alors que nos propositions sur un dialogue équitable portant sur les questions de principe sont de fait restées sans réponse de la part des États-Unis et de l'OTAN, alors que le niveau des menaces contre notre pays augmente de manière significative, la Russie a parfaitement le droit de prendre des contre-mesures pour assurer sa propre sécurité. C'est exactement ce que nous ferons. En ce qui concerne la situation dans le Donbass, nous constatons que les dirigeants de Kiev ne cessent de déclarer publiquement leur réticence à appliquer le paquet de mesures de Minsk afin de résoudre le conflit et laissent comprendre qu'ils ne sont pas intéressés par une solution pacifique. Au contraire, ils cherchent à nouveau à lancer une guerre éclair dans le Donbass comme ils l'ont déjà fait en 2014 et en 2015. Nous nous rappelons très bien à quoi ces aventures ont abouti. Aujourd'hui, il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait des bombardements de villes et de localités dans le Donbass. Un groupement militaire important déployé à cette fin utilise en permanence des drones d'attaque, des équipements lourds, des missiles, de l'artillerie et des lance-roquettes multiples. Le meurtre de civils, le blocus, les mauvais traitements infligés aux personnes, y compris les enfants, les femmes et les personnes âgées, se poursuivent sans relâche. Et on n'en voit pas la fin. Et le monde prétendument civilisé, dont nos collègues occidentaux se sont autoproclamés les seuls représentants, préfère ne pas s'en apercevoir. Comme si toute cette horreur, le génocide, dont sont victimes près de 4 millions de personnes, n'existait pas. Ceci pour la simple raison que ces personnes n'étaient pas d'accord avec le coup d'État soutenu par l'Occident en Ukraine en 2014 et se sont opposés à cette dérive vers le nationalisme agressif de caverne et le néonazisme élevés tous les deux au rang de politique d'État. Et parce qu'ils se battent pour leurs droits élémentaires
ceux de vivre sur leur propre terre, de parler leur propre langue, de préserver leur culture et leurs traditions. Combien de temps cette tragédie peut-elle encore durer? Combien de temps peut-on encore la tolérer? La Russie a tout fait pour préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Pendant toutes ces années, elle s'est battue avec persévérance et patience pour mettre en œuvre la résolution 2202 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 17 février 2015 qui consacrait le paquet de mesures de Minsk du 12 février 2015 pour le règlement de la situation dans le Donbass. Tout cela en vain. Les présidents et les députés de la Rada changent, mais l'essence, la nature agressive et nationaliste du régime qui a pris le pouvoir à Kiev reste la même. Elle est entièrement le produit du coup d'État de 2014. Et ceux qui ont emprunté la voie de la violence, de l'effusion de sang et de l'illégalité ne reconnaissent et ne reconnaîtront aucune autre solution à la question du Donbass qu'une solution militaire. À cet égard, je considère qu'il est nécessaire de prendre la décision qui s'impose depuis longtemps, c'est-à-dire de reconnaître immédiatement l'indépendance et la souveraineté de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lugansk. Je demande à l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie de soutenir cette décision et de ratifier ensuite des traités d'amitié et d'assistance mutuelle avec les deux républiques. Ces deux documents seront préparés et signés le plus rapidement possible. Quant à ceux qui ont pris et détiennent le pouvoir à Kiev, nous exigeons qu'ils cessent immédiatement les hostilités. Dans le cas contraire, toute la responsabilité de la poursuite éventuelle de l'effusion de sang reposera entièrement sur la conscience du régime au pouvoir en Ukraine. En annonçant ces décisions prises aujourd'hui, je suis confiant dans le soutien des citoyens de Russie et de toutes les forces patriotiques du pays. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous, je vous en prie. La cérémonie de signature des documents commence. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine, signe le décret du président de la Fédération de Russie sur la reconnaissance de la République populaire de Donetsk. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine, signe le décret du président de la Fédération de Russie sur la reconnaissance de la République populaire de Lugansk. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine, et le président de la République populaire de Donetsk, Denis Vladimirovitch Pouchilin, signent un accord d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine, et le président de la République populaire de Lugansk, Leonid Ivanovitch Pasechnik, signent un accord d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Lugansk.
La cérémonie de signature des documents est terminée. Je vous félicite.